aussi par rapport à la suivante. Alors ensuite, petit à petit, on montait le tube. Alors vous savez qu'on fabriquait le canon à électrons. En France, on employait du cupronickel. Aux États-Unis, on était déjà à ce qu'on appelait de l'acier inox. Et encore venu dire, oh, l'acier inox, c'est rare, c'est cher, on ne va pas en mettre un tube. Nous, on prend du cupronickel. Moi, je disais, ben, aux États-Unis, le cupronickel, c'est rare et c'est drôlement cher. L'acier inox, vous voyez, entre deux ménagères, les recettes ne sont jamais les mêmes. Hein. Ensuite, on montait les choses. La cible était terminée. Pour une cible de TMA, vous savez qu'on plongeait la grille dans de l'eau. On laissait tomber une goutte de collodion dans le cristalliseur de l'eau, puisque vous tous qui avez fabriqué des cibles de TMA, je suis sûr que vous connaissez cette recette. Voilà, vous avez un spécialiste. Monsieur a fait ça toute sa vie. Pourquoi le collodion? Le collodion, c'est un produit organique qui a les plus grands nombres, enfin les cellules les plus longues. On dépose une goutte de collodion, boum, ça s'étale, on sort la grille. Ensuite, les trous ayant été bouchés, on peut évaporer sur la grille du sulfure de zinc, qui sous 1500 volts donne à peu près un bon coefficient d'émission secondaire pour faire notre chose. Et on a fait ce que j'appelle une tartine. Mais on fait aussi de l'autre côté une évaporation d'aluminium. Donc la tartine, c'est de l'aluminium, la grille et puis le sulfure de zinc. C'est bien ça, vous n'avez pas changé la recette ou bien est-ce que votre mère avait introduit une sauce peut-être ça dépendait des jours. Ça dépendait des jours. Voilà. Et alors cette cible était ensuite montée dans le tube. Alors la vie de l'ingénieur de recherche, elle est toujours composée par des moments de grosses émotions. Le tube se monte petit à petit. On va chercher au laboratoire de Harry Huber, M. Huber, qui était un des 3 savants allemands que la CSF avait dans ses labos, et dans le laboratoire de M. Huber, on faisait les cathodes. C'était des cathodes de carbonate classique, cathode à oxyde. On montait ça dans le canon. Le verrier fermait le tube, soudait le tube, préparait le queusot. Ensuite, on allait voir le pompier, enfin, ceux qui faisaient marcher les batteries de pompage, vous vous rappelez, longtemps qu'on passait là-dessus. Le pompage primaire jusqu'à 10-2, ça allait vite avec les pompes à palette, mais après ça, il y avait les pompes à diffusion, à huile. Hein. Le rêve du jeune ingénieur, c'était quoi? C'était 10-6 mm de mercure. Vous pensiez qu'il pensait à une belle blonde? Non, il fallait obtenir 10-6 mm de mercure de pression. Puis à un moment donné, on y arrivait, on avait étuvé le tube. La raison pour laquelle on prenait des verres durs, c'est pour pouvoir étuver les tubes jusqu'à 400-420 degrés. Il n'y avait pas de céramique, on faisait ça avec des tubes. Et puis, on essayait d'activer la cathode. Et puis ensuite, on transportait le bébé à peine né. Du côté des essais, les premiers essais se faisaient chez M. Georges Tube, qui ensuite été remplacé par M. Heyman. Les baies d'essai étaient dans la partie ferme, alors que la partie noble était dans le château. Là. Mais la partie essai était du côté ferme, et on commençait à essayer de créer les circuits, etc. Et là, évidemment, ça ne marchait pas tous les jours très très bien. Il y avait des jours catastrophes. Alors, tous ceux qui avaient contribué disaient, mais enfin, qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, l'un disait, mais pourtant, le canon, il n'y a pas de raison, les trous ne sont pas bouchés. Celui qui avait fait la cible, il dit, mais je suis désolé, ma cible est très bonne. Celui qui avait mis le collecteur, il dit, mais il a été décapé et tout, pourquoi ça ne marche pas? Et on disait, mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas, le canon à électrons n'émet pas son faisceau, la cathode est morte. Alors on allait immédiatement voir M. Harry Huber, on lui disait, votre cathode, ça ne vaut rien du tout. On le disait même en termes plus durs que ça.
Et la discussion, c'était entre le fabricant de la cathode qui disait « Ma cathode est d'excellentes conditions, mais vous l'avez mis dans une ambiance tellement délétère qu'elle est maintenant empoisonnée. » Et le fabricant de tube disait « Mon tube est absolument parfait, si vous m'aviez donné une bonne cathode, j'aurais du faisceau et le tube marchait. » Donc je crois que tous les gens autour de cette table qui, comme moi, ont fait des tubes à mémoire ont dû avoir des émotions un peu comme ça, au fur et à mesure des tubes. Alors vous savez qu'au laboratoire, on est très bien entouré quand vous êtes chargé de développer un tube et que pendant un grand nombre de semaines, quelquefois, ça ne marche pas. Alors on vous regarde avec commisération, on dit « perds pas le moral, continue à travailler, ça va venir, etc. » Et puis un jour, c'est extraordinaire, sur la baie, à la ferme, on a mis en route, ça marche. Regardez la rémanence, regardez la définition, regardez le signal, la PTT 216, là, la pentode de faible bruit, là, ça rentre dans le truc. Nous, on ne connaissait rien dans les circuits électroniques. Il y avait des gens comme M. Poinsignon qui vivaient dans la télévision au point de vue circuit. Et ça marche. Alors à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Tout le monde vous considère comme un excellent ingénieur. Le chef de laboratoire vient vous voir et vous dites « Mais mon vieux, mais c'est vrai, vous n'êtes pas aussi con que vous aviez l'air. Non, ça marche, c'est bien. » Alors on va jusqu'à avoir un taux. Alors ça, c'est le moment de gloire. Ça marche, ce premier tube. Enfin, c'est le premier tube qui marche au labo. Alors ensuite, la fête a une fin. Et puis, le chef de labo dit, écoutez, c'est pas dur, il y en a 10 à faire avant la fin du mois de novembre, alors il faut y aller. Et alors là, c'est le début de la honte et des problèmes. Que se passe-t-il? Eh bien, il ne marche plus. Et pourtant, j'ai fait exactement ce que j'avais fait sur le tube précédent. Il ne marche plus. Alors là, et vous avez votre chef de service qui dit, écoutez, je croyais que ça y était, hein, vous y étiez, mais enfin là, il y a encore des choses à faire. Hein, et puis, et vous savez que c'est ça. La vraie raison, c'est que pour des tubes à mémoire, comme peut-être pour d'autres tubes, un coup ça marche, mais on ne sait pas vraiment toujours pourquoi. Puis un coup ça ne marche plus. Alors je pense que vous avez tous vécu cette période. À Corbeville, nous étions encouragés et nous avions surtout autour de nous des gens qui étaient très très désireux de réussir, chacun dans sa spécialité. Alors j'ai parlé des verriers qui étaient des artistes. Un verrier, ça se formait à l'époque, je pense que c'est toujours pareil très très longtemps, parce que le verrier, c'est avec son œil qu'il voit la température du verre. Donc il faut un énorme entraînement personnel. Ça a l'air simple le verrier, quand on voit son petit bec de gaz là devant lui, mais on sait que c'est pas aussi simple que ça quand il souffle son verre. J'ai trouvé des mécaniciens absolument extraordinaires. Par exemple, pour centrer les électrodes de TCM15, pour avoir une bonne lentille, il faut une concentricité pour la lentille qui est très considérable. Et ce qui est difficile, c'est que vous la mesurez à froid et qu'ensuite le tube est étuvé. Et il faut que cette excellente précision de concentricité subsiste. Donc ça pose des tas de problèmes mécaniques. Il y a de toutes les personnes qui font les cibles, à qui on faisait faire l'un après l'autre les essais, les premières cibles de TCM13 qui étaient faites en aluminium anodisé, en faisant tourner avec un petit moteur électrique un bâton d'aluminium sur lequel il y avait la cible qui devait, pour faire une anodisation. Pour avoir quelque chose d'homogène, c'était très difficile, on ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il fallait faire, c'est toujours la même chose, répéter, puis finalement, ça allait bien. J'ai donc côtoyé des gens que j'ai beaucoup admirés. J'ai également vu des gens qui faisaient un travail. Alors, M. Gouello était un repousseur. Alors, je crois que vous l'avez tous connu. Moi, je vais vous dire, aux États-Unis, on ne fait pas de repoussage, on ne faisait que de l'embouti. La raison pour laquelle on faisait du repoussage en France, c'est qu'on n'avait pas les moyens financiers d'emboutir les pièces d'essai.
Le repoussage, c'était ce qui était le moins cher pour faire des pièces embouties, parce qu'il n'y avait pas d'outillage à faire. L'outillage pour le repousseur, c'est lui qui le fait. Un bon repousseur, il lui manque toujours quelques doigts à une main, hein, parce que c'est un métier dangereux. Et avec son outil, c'est lui qui fait son mandrin en buis, et il le fait selon la pièce qu'il y a à faire. Un repousseur, c'est pas un type au caractère commode, et quand il repousse, le bruit que le métal fait plier sur le mandrin est horrible. Ce qui fait que, dans le cas à Corbeville, on avait construit une cabane pour isoler le repousseur. Personne ne voulait du repousseur dans l'atelier. Donc il avait une cabane. Vous voyez comment on fait une cabane à lapin. Bon. Alors, on dit que les repousseurs n'ont pas très bon caractère, mais ils le mettent tout seuls dans une cabane, c'est pas l'idéal pour qu'ils deviennent plus sociables. Et le repousseur, après avoir plié d'un certain angle la tôle est pincée contre le mandrin, et avec son outil, il le pousse fort pour petit à petit que cette pièce flanc vienne contre le mandrin. Il avait été dressé, ce repousseur, et ça je ne pensais pas que c'était possible, il faisait ses recuits lui-même dans le four à vide, puisque évidemment il n'était pas possible pour une pièce rentrant dans un tube électronique qu'elle puisse être traitée avec ce qu'un repousseur normal met, c'est-à-dire de la graisse, des choses comme ça pour plier. Là il fallait que ça soit propre comme un sous-neuf. Donc notre cher repousseur poussait tout ça. Et en même temps, il avait été, en quelque sorte, complètement converti à l'utilisation des fours à vide. Et la combinaison d'un très vieux métier avec un souci extraordinaire scientifique de qualité, moi c'est quelque chose que j'ai découvert à Corbeville. Je peux vous dire, aux États-Unis, on avait, pour pas cher des outillages, on faisait des emboutis, toute une série de pièces, mais nous, on n'avait pas les moyens. Donc, c'était quelque chose d'assez unique, et moi, c'est un souvenir que j'ai gardé toute ma vie. C'est-à-dire que si on a les bonnes personnes, si on sait travailler en équipe, si on est des copains qui travaillent vers la même chose, on arrive à faire des choses avec des méthodes propres. Alors, j'aime autant vous dire que quand, par la suite, on a vendu la licence du TMA aux Américains. Il y a une société américaine qui s'appelle Maclet à Stanford, Connecticut, qui a décidé d'acheter le tube TMA 403 dans un espoir de fournir ce tube à des fabricants de matériel pour le Federal Aviation Agency, c'est-à-dire l'aviation civile américaine. Alors nous avons eu la visite de quelqu'un dont beaucoup de vous doivent se souvenir, c'est un Américain d'origine japonaise qui s'appelait Sam Yanagisawa, qui est venu à Corbeville pour, après la signature de l'accord de licence, pour apprendre à faire les tubes. Et j'ai vécu avec lui plusieurs semaines pour lui transmettre la technologie, et la réaction de cet ingénieur américain qui sera longtemps associé à la vie de Thomson CC, parce qu'il faut se rappeler que c'est lui qui a été ingénieur en chef au Warneke, la société qu'en France on appelle la VELT, qui était Warneke Electron Tube, la société de CSF à côté de Chicago. C'était lui qui en était le directeur. Et il est venu et a travaillé à Corbeville et a importé les méthodes de Corbeville aux États-Unis. Ce qui prouve que d'un côté, il y avait une technologie américaine qui faisait des choses, mais de l'autre côté, il y avait des Américains qui venaient quand même ici chercher notre recette. C'est exactement comme ça pour MasterChef. Hein. Les MasterChef, ils viennent de l'autre côté de l'Atlantique, mais ils viennent prendre les recettes ici.